c'est pas une chose que tu imagines que tu vas faire, c'est pas une chose qui te met dedans parce que tu crois que c'est intéressant ou parce que tu es un militant. Ce n'est rien de ça, c'est une façon de vivre. C'est tes préoccupations majeures, tu vois. On sait écrire, Yann et moi seulement, avec l'image, n'est-ce pas? Et donc, en utilisant cette écriture, c'est une écriture d'une puissance immense, parce qu'avec la musique, c'est la seule écriture qu'on peut lire n'importe où au monde sans aucune traduction, en transformant tout ce qu'on sent, tout ce qu'on croit, en une façon de vivre. On arrive à transmettre, à faire. Tu sais, ce genre de choses, tu ne peux pas te mettre comme obligation parce que c'est une vie. Discutant avec Yann maintenant, on mangeait ensemble là, les nouveaux films qu'Yann va faire, tous les films qu'il a fait. Ce n'est pas facile, tu vois, il faut énormément vouloir faire. Il faut courir derrière les ressources, il faut avoir une organisation immense. Il faut passer un temps fou. Le temps qu'il passe pour réaliser l'image est le moins d'un demi% de tout le temps qu'il est obligé de faire pour organiser, pour y aller, pour trouver sa autorisation, pour trouver les fonds, pour après organiser tout, présenter. Donc, il faut vraiment croire. Il faut que ça soit ton comportement de vie. Du contraire, tu ne fais pas, tu ne peux pas le faire. Ce comportement prédateur qu'on a va revenir sur nous, on va payer très cher tout ça. Notre espèce, elle est aujourd'hui profondément menacée, mais c'est pas grave, tu vois. À partir d'un moment, j'ai compris que l'important, c'était l'ensemble. Toutes les espèces animaux, toutes les espèces végétaux, toutes les espèces minérales, tu vois. C'est l'ensemble des choses. Il y a ces moments, ça a changé ma préoccupation sur l'avenir. Quand j'ai commencé à faire ces photos, avant, quand on vient sur ce projet environnemental au Brésil, j'étais profondément pessimiste. Aujourd'hui, je suis profondément optimiste. Pas pour mon espèce. Mon espèce, je crois qu'elle va directement contre le mur. Je crois qu'on est une espèce programmée. On va finir. Nécessairement, on ne mérite pas d'être là. Mais pour la planète, elle est incroyablement intelligente. Tu vois, j'ai voyagé pendant 8 ans en train de faire les photographies, qu'il y a un petit échantillon ici, dans la planète. Et j'ai découvert des choses incroyables. La première chose, grande chose que j'ai découvert, c'est qu'ils m'ont rencontré un énorme mensonge toute ma vie en disant que je faisais partie de la seule espèce rationnelle du monde. C'est un énorme mensonge. Toutes les espèces, sans exception, sont profondément rationnelles. Chacune des espèces a une énorme rationalité dans sa propre espèce. Et pas seulement les espèces animaux, les espèces végétaux, les espèces minérales, tout. Il y en a une intelligence, tu vois, évolutive, tellement incroyable, qu'il y en a un rapport de force dans ces planètes sans pair. Et donc, aujourd'hui, j'ai extrêmement optimiste vis-à-vis de la planète. Je crois que la planète, elle est en train de prendre ses responsabilités pour se refaire, pour régler beaucoup des blessures que notre espèce a provoquées. Je crois qu'on va dans une direction planétaire qui, dans très, très peu de temps, on va commencer à avoir des solutions. Et dans ces solutions, c'est notre exclusion de la planète qui va se passer. De la manière qu'on est en train de faire, de la manière qu'on vit ici, assis comme on est là, on n'a pas le droit de vivre comme ça. N'est-ce pas? On est d'une prédation vis-à-vis de notre planète. J'ai rentré cette semaine de l'Amazonie. J'étais en train de faire un travail depuis quelques années sur les tribus de l'Amazonie, sur l'Amazonie elle-même. Et la blessure qu'on est en train de faire en Amazonie, c'est européen. Dans 30 ans, si on suit dans les rythmes qu'on a aujourd'hui. La déforestation. La déforestation, la destruction des cours d'eau, des sources d'eau.
avec la destruction de ces derniers grands bastions des forêts tropicales du monde, seulement ça va amener un déséquilibre planétaire tellement immense, tu vois, qu'on est en total risque de survie, la planète entière. Et quand tu vas là-bas, tu sens que c'est effectif. Comment on va revenir en arrière de ces comportements, tu vois, que tu n'arrives pas à convaincre personne, même les gens qui ont une manière de penser qu'on dirait raisonnable, elles sont dans les comportements prédatoires. Et donc, c'est compliqué de ce côté-là. Mais pour la planète, j'ai aucune préoccupation. J'ai une préoccupation sérieuse pour notre espèce. Par exemple, Yann, ce qu'Yann a fait pour moi, c'est énorme. C'est très grand. Je compare ce qu'Yann a fait au niveau qu'Al Gore a fait. Quand il a commencé à appeler l'attention sur le problème de réchauffement. Ce qu'Yann a fait avec ses images, avec ses livres, avec ses films, avec ces expositions qui des dizaines de millions de personnes ont vu dans la planète, il a mené un niveau de conscientisation énorme. Mais encore, ce n'est rien. Ce qu'Yann fait, c'est ancré dans un mouvement majeur. Ce que j'ai fait avec mes images, mes petites contributions, c'est ancré dans un mouvement. Tu vois, c'est une quantité de gens qui écrivent, une quantité de films qui se fait, une quantité d'images qui se fait. Donc, dans ce mouvement, on est dans un mouvement, on fait partie dans un mouvement. Il ne faut pas voir des individus comme contribution majeure. La contribution majeure, c'est d'un ensemble de personnes qui aujourd'hui commencent à avoir une conscience qu'on est en danger total dans cette planète. Et donc, ça, c'était une chose importante. Ce qu'on a fait au Brésil avec l'Institut Terre, on a planté beaucoup d'arbres. 2,5 millions, c'est ça? 2,5 millions, on a planté dans notre périmètre. Mais on a planté plus de 10 millions d'arbres dans notre région parce qu'on a une pépinière, c'est la plus grande pépinière des plantes natives du Brésil aujourd'hui. On en produit plus d'1 million de plantes natives par année. On produit pour d'autres projets environnementaux. On produit, aujourd'hui, on travaille dans un énorme mouvement de récupération des sources d'eau de notre vallée. Mais encore, ce n'est rien, tout ça. Tu vois. Et ça, c'est très petit. L'important, c'est l'inflexion qu'on a passée. À partir d'un moment, on a compris qu'il fallait entrer dans un mouvement. Lélia et moi, on n'était pas écologistes. Moi, j'étais un photographe, disons, entre guillemets, comme on appelait, humanitaire. Tu vois, je faisais des photos humaines. À partir d'un moment, on est venu très proche de la nature. Et donc, on a transformé une propriété privée en un parc national. On a fait une plantation d'arbres, on a récupéré, on a créé des écoles, on a fait des choses. Mais il ne faut pas se prendre dans un piège écologiste, tu vois, en se considérant dans une tour, tu vois, d'ivoire très isolée, nous les écologistes. Non, ce n'est pas du tout ça, tu vois. Il faut qu'on amène ce comportement à tout le monde. Il faut que nous tous, on vienne dans cette direction. Il ne faut pas, tu vois, imaginer qu'on est en train de faire quelque chose de très spécial et qu'on est très content de soi-même. Parce qu'on n'est pas content de soi-même. Parce que moi, j'ai une voiture, je pollue, tu vois, je consomme au-dessus de mon droit de faire. Et je suis plein de défauts, tu vois, d'autocritique, de tout. Et je crois que l'important est qu'on va avoir une solution pour tous les grands problèmes de notre planète, le moment que nous tous, sans exception, on participe dans le même mouvement, on a la même préoccupation, on fait ensemble. Parce que si on ne fait pas tous ensemble, on ne fera pas. Tu vois, il ne faut pas penser à des héros, des individus, des mecs qui font un Yann c'est intéressant, moi peut-être intéressant. Non, pas du tout. On est dans la merde. Non, mais c'est vraiment l'important. Tu vois, l'important, c'est qu'on fasse partie d'un tout. Il faut faire partie de ce tout. Il faut que tout le monde s'aime.
Il faut qu'on se mette tous ensemble, au contraire, on n'arrivera pas. Non? Non, ce n'est pas vraiment un génésiste, tu vois, c'est les faits qui... Moi, je sortais d'un moment compliqué de ma vie, tu vois, dans une dépression, vraiment, j'étais déprimé. Tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai participé, que j'étais dedans, tu vois, et devenir sur un projet que je ne croyais pas vraiment. On avait un morceau de terre complètement dégradé, tu vois, mais complètement dégradé. Tu vois, c'est comme ces terres qui sont ici, qu'on tourne autour de Paris, qu'on voit toutes ces fermes, n'est-ce pas, qu'on imagine que c'est très beau, tout ça, mais ça, c'est une catastrophe écologique. On a détruit toute la biodiversité pour mettre rien dedans, n'est-ce pas? Et là, on est venu vers ce projet, que je ne croyais pas qu'un seul arbre pourrait pousser dans un terrain si aride, et qu'on voit des centaines de milliers d'arbres commencer à grandir, et que dans un seul arbre, un seul, on avait une quantité d'insectes, une quantité d'oiseaux, une quantité de tout, parce qu'un arbre, même s'il est petit, qu'il commence à grandir, il a ses feuilles, il a ses fleurs, il donne ses petits fruits, et là, il amène dans la nature une contribution tellement immense. À ces moments, avec le retour de la vie dans ces morceaux de terre, avec toute la biodiversité qui s'agrafait là-dedans, je peux dire que je suis né à nouveau. À ce moment, j'ai voulu aller vers la planète pour voir ce que je n'avais jamais vraiment vu. J'ai passé à côté, je n'avais jamais vraiment vu. Et j'ai parti, tu vois, pendant 8 ans. Et je te dis une chose, j'ai voyagé de l'Antarctique à l'Arctique, mais le plus grand voyage que j'ai fait, ce n'est pas en allant à ces endroits. Le plus grand voyage que j'ai fait, c'est dans moi-même. Tu vois, d'arriver à comprendre qu'est-ce que c'était l'évolution. Je ne suis pas croyant, mais de voir qu'il y en a quand même un ordre général organisé par l'évolution. C'est une sagesse, tu vois, c'est un rationalisme, c'est une organisation de toutes les espèces ensemble, et que moi, j'ai fait partie de ça. Tu vois, de comprendre que j'ai fait partie de ces grands mouvements, je crois que ça, c'était la chose la majeure, la plus grande, qui pour moi s'est passée quand je faisais ces voyages de Genesis, qui m'a donné un plaisir, tu vois, une réalisation. Aujourd'hui, je m'en fous si mon espèce, ça va. C'est pas grave. Mais cette harmonie qu'il y en a dans la planète, cette harmonie, cette organisation naturelle, elle n'ira jamais. Parce que cette organisation naturelle de la planète, elle va s'y auto-refaire. Tout ce qu'on a dégradé, on va réparer. Je me pose énormément de questions à propos de notre propre espèce. J'ai notre fils ici, Rodrigo, qui est là, qui est trisomique. Rodrigo a un problème qui, dans la paire des chromosomes numéro 21, il y a 3 chromosomes. C'est la différence avec nous, la seule. Mais cette organisation des chromosomes a mené un être humain pas agressif. Il n'est pas prédateur. Tu vois, une douceur de relation. Que je me pose la question si avec notre espèce, on n'a pas eu une désorganisation qu'on appelle l'organisation de nos chromosomes, qui nous a fait un animal si agressif. Comprends l'histoire de l'Homo sapiens, qui il y a 75 000 ans à peine s'organisait pour aller vers cette planète. C'est l'organisation de la prédation. Je viens de rentrer des communautés d'Indiens. Ce n'est pas que les Indiens sont des êtres écologiques, c'est un mensonge. Ils sont aussi prédateurs que nous. Ils sont nous. Ce sont exactement nous qui sommes arrivés en Amérique il y a 16 000, 20 000 ans. Mais ce n'est pas différent des hommes qui sont arrivés il y a 500 ans à travers des Portugais, des Espagnols, des Anglais, des Français qui ont venu en Amérique. C'est les mêmes. On est les mêmes animaux. On est prédateurs de la même manière. J'étais avec mon assistant Jacques Barthélemy, un Français qui voyage beaucoup avec moi. Et l'autre jour, on part. Et les Indiens sont partis devant pour préparer le territoire de pêche. Et on vient.
Et Jacques me dit, Sébastien, c'est la première fois de ma vie que je dors dans un incendie. Les Indiens ont mis feu à toute la forêt autour pour s'installer, pour pendant une semaine, pêcher peut-être quelques tonnes de poissons pour faire une grande fête. Mais on a tué minimum 10-20 000 arbres en mettant le feu pour pouvoir aller à la pêche. Ce n'est pas qu'ils sont écologistes, non, ils sont un petit nombre, leur prédation est petite, mais ils sont l'homo sapiens, ce sont nous. Ils sont nous qui sommes les prédateurs. Il faut qu'on amène à une discussion sur notre espèce. Qui sommes-nous? Comment on peut s'organiser vis-à-vis des autres espèces, vis-à-vis de la planète? Du contraire, dans quelques années, c'est pas quelques centaines d'années, on s'est appelé là. Alors, tous ces animaux que j'ai photographiés, toutes ces plantes, ils sont dans une énorme intelligence. Tu vois, il y a les baleines, ici, dans cette petite exposition. On est venu, tu vois, vers la péninsule Valdés, en Argentine, pour photographier les baleines franches. En anglais, right whale. Donc, la balette right whale, la balette correcte, exacte. On a appelé le right whale parce que c'était la baleine exacte pour être tuée. C'est une baleine très curieuse vis-à-vis de l'être humain. Donc, au début du siècle dernier, on avait plus de 300 000 de ces baleines. Aujourd'hui, on a moins de 2700 baleines. Elle venait vers l'homme, elle voyait un bateau, elle voulait connaître cet animal qui venait vers elle. Et elle s'approchait, et donc elle était idéale d'être tuée parce qu'elle est venue vers toi pour être tuée. Et en plus, elle avait un avantage, elle a des poumons spéciaux, tu l'as tuée, elle n'allait pas vers le fond, elle flottait. Il pouvait trouver 4-5 baleines, ficeler une sur l'autre pour aller la découper, tu vois. Et comme ça, on les a finis. Mais en travaillant avec ces baleines, on est venu, on trouve une baleine dans une baie de la péninsule Valdés, baie d'Adèle, Bahia de Adélia. Et on appelait cette baleine Adélite, parce qu'elle était là, Adélite. On arrive, elle avait un bébé, parce que ces baleines montent dans l'Antarctique une période de l'année pour avoir ces bébés, ou pour, c'était l'époque d'amour aussi, elles viennent pour avoir des relations sexuelles. Premier jour, deuxième jour, elle n'approchait pas trop de bateaux. Après, doucement, elle a commencé à nous connaître, parce qu'on venait beaucoup vers elle. Tu sais, une baleine comme ça, elle va d'ici à la fin de cette salle. Elle a 20 mètres de long, 25 mètres de long, 30 mètres. C'est un animal d'une beauté, c'est la deuxième plus grande baleine du monde. Elle a les yeux très en bas. L'eau des yeux de cette baleine, c'est plus haut que cet arceau-là. Et elle se mettait des côtés, elle mettait l'œil dehors de l'eau pour voir qui venait vers elle. Et quand elle venait, elle voyait que c'était nous. Elle commençait à s'approcher. Et on a devenu copains. Mais vraiment copains. Tu vois, elle venait vers notre bateau, on avait un petit bateau de 7 mètres. Si elle nous rentrait dedans, on était coulés. Jamais elle a touché le bateau. Elle arrivait à 10 cm, elle ne touchait pas le bateau. Je la caressais. Et je voyais sa queue, que c'était 25 mètres de moi, 7 mètres de large. Elle tremblait, elle avait une sensibilité de peau. Au moment de partir, on partait, elle tapait la queue dans l'eau. Ça faisait un vacarme, un bruit. On revenait, elle revenait vers le bateau à nouveau. C'était une douceur. Elle était tellement agréable, tu vois. On est devenu tellement amis de cette baleine, tu vois. Et on peut monter en rapport avec les autres. Elle t'a laissé son téléphone, donc? Presque, Alain. Tu sais qu'ils ont donné son nom à son bébé, ils ont donné mon nom. C'est un petit mâle, ils ont donné Sébastien Salgado. Il s'appelle Sébastien Salgado. Mais tu sais, les animaux, ils sont... Si tu arrives à te mettre dans les diapasons de ces animaux, que tu passes des temps et que tu essayes de comprendre quelques points des systèmes logiques d'intelligence, ils t'acceptent. Il y en a ici des caïmans, des gros caïmans comme des crocodiles dans les Pantanal au Brésil. J'ai venu photographier ces caïmans.
Et j'ai venu un peu caché dans la brousse. Mais ils sont très malins, ils regardent à 180 degrés. Ils me voyaient venir n'importe comment. Je faisais un pas en avant, ils faisaient un pas en arrière. Et ils étaient 10 000. Il y en a une photo tout noire où tu vois dessus, ils étaient 10 000 au moins dans ce truc. Et j'ai dit, merde, comment je vais faire ces photos de ces caïmans? Je m'ai mis par terre, j'ai venu en caïman. Tu vois, j'ai pris mon appareil avec mes épaules, comment s'appelle ça? Tes coudes. Mes coudes. J'ai marché avec les coudes. Je te jure, ils sortaient d'eau pour regarder arriver cet étrange caïman. Ils rigolaient, mais ils rigolaient. Tu vois, ils sont mis là devant moi pour la photo. Ils ont fait de la pose. Et je les photographié presque d'ici vers toi, tu vois. On était, Jacques est venu doucement aussi. Il s'est mis dos à dos contre moi. J'ai ouvert un pied. Je m'ai mis doucement assis. On était plus ou moins au même niveau d'œil. Et là, on était tous des caïmans. Tu vois, il y en a. Si tu organises sa manière, tu vois, si tu viens, comme tu as parlé tout à l'heure, des éléphants de mer, qui sont des animaux incroyables. Les éléphants de mer, c'est la plus grande phoque qu'il y en a. On dit phoque en français. Oui, plus grande phoque. Les mâles, ils peuvent arriver à 5000 kilos. C'est un animal colossal. Il chasse à 10 000 mètres de profondeur. Il a des éléments d'infrarouge dans les yeux. Il descend dans l'obscurité totale de l'océan. Il chasse les calamars géants. Tu prends un grand éléphant de mer, il est tout coupé devant parce que la panse des calamars, les calamars se défendent. Tu vois, ils sont là. Il part en mer. Quand il naît, il revient que 6 mois après. Il vit aux profondeurs des mers, dans la mer, il flotte. Et quand il vient, si tu les prestes, tu les mets attention, si tu essaies de les comprendre, tu peux avoir une relation avec lui, tu peux t'approcher de lui, tu peux maintenir certaines relations, pas toutes, parce que tu n'arrives pas à comprendre tous les systèmes logiques qu'il a, mais il a un système logique. Et c'est fantastique, ça. Tous les êtres humains, ils sont abordables. Absolument tous. Tu vois, tu n'as pas d'ennemis vraiment. Tu as des gens qui se cantonnent, qui prennent des positions, mais si tu as une opportunité de venir vers eux, de les expliquer, de les parler, tu vois, d'avoir une possibilité d'échange, tu peux les amener. C'est ça mon grand espoir. C'est, tu vois, c'est qu'on puisse à partir d'un moment nous faire convaincre nous tous qu'il faut qu'on change notre comportement si on veut survivre. C'est tout. Je crois que tout le monde a un côté bon dedans. Non, pas du tout. Je ne me classe à rien, tu vois. J'ai eu l'opportunité de voir des choses que les autres n'ont pas eu l'opportunité. Mais si tous les autres auraient vu ce que je vis et oui, l'opportunité, ils seraient exactement comme je suis là. Alors justement, vis-à-vis de tout ton travail, ce que tu es en train de faire aujourd'hui sur l'Amazonie, c'est encore un travail à longue haleine. C'est-à-dire qu'il fait, tu as commencé il y a 2 ans maintenant, c'est ça? Non, j'ai commencé beaucoup plus. J'ai commencé en 73. En 2013, ça fait 5 ans. 5 ans. Et là, tu considères qu'il y a encore combien de temps? J'espère pouvoir les finir jusqu'à la fin de l'année prochaine. Je crois que vers 2019, je dois finir. J'ai encore une ou deux tribus à faire. J'ai déjà fait 12 tribus. J'ai une série de photos de l'Amazonie à faire. De l'Amazonie elle-même, des systèmes d'eau, des systèmes de rivières, qu'il faut que je dédie spécialement à ça. J'ai un voyage à faire seulement pour les animaux, parce qu'en Amazonie, il faut faire un voyage exclusivement pour les animaux, sinon tu ne les vois pas. Mais j'ai calculé jusqu'à la fin 2019, ce que je suis projeté de faire, je dois finir. Lélia a besoin de 2020 pour préparer des expositions, des livres, et on pense vers 2021 pouvoir présenter ce travail. Non, écoute, mais c'est normal, c'est simple. Moi, j'ai 74 ans. Tu vois, si je vais vivre, il faut que j'aille des projets. Il faut que je place ma vie devant moi et non derrière moi.
Tu vois, si je commence à imaginer, comme tu as dit tout à l'heure, que je suis en sémère d'espoir, des choses comme ça, ça c'est déjà derrière moi, tu vois, je suis mort au moment que j'ai fait ça. Bien. Monsieur Salgado, est-ce que ce que vous avez fait et établi au Brésil, est-ce que c'est entendu par les autorités politiques de votre pays? Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la vision de l'écologie au Brésil? Au Brésil, je ne peux pas dire. Le Brésil est un pays énorme. Le Brésil fait 16 fois la France, n'est-ce pas? Et avec des problèmes énormes vis-à-vis d'un pays organisé comme la France aussi, n'est-ce pas? Pas seulement la taille des pays, mais la taille des problèmes. On a une organisation qui travaille dans une région. On est une organisation régionale. Et on travaille dans une vallée qui s'appelle Vallée do Rio Doce. Notre vallée, c'est le système d'eau de notre rivière, de notre fleuve. C'est une vallée représentative quand même. Elle est à peu près la taille de Portugal, notre vallée. On travaille sur notre vallée. Notre institution, elle est dédiée à l'écosystème de cette vallée, vous savez, parce qu'on ne peut pas avoir la prétention d'être une institution qui travaille avec la récupération de la biodiversité en travaillant dans une région si grande qu'un pays. N'est-ce pas? On est local, on est localisé. Et donc, dans notre vallée, je crois qu'on a eu vraiment une influence énorme. On a arrivé à créer un nouveau axe écologique dans une région du Brésil qui s'apprend d'une capitale qui est au bord de la mer, qui s'appelle Vitória, capitale d'un État qui s'appelle l'État do Espírito Santo, jusqu'à une autre capitale, l'État de Minas Gerais. Donc, dans cette vallée, on a vraiment eu, et on continue à voir, une influence très grande. Pourquoi? Parce qu'on est peut-être la seule institution environnementale brésilienne qui travaille au bout de la chaîne. On travaille avec les paysans. Et donc, on n'a aucune représentation en ville, on n'a pas aucun service de relations publiques. Tous les fonds qu'on reçoit, on l'applique à la nature. Et aujourd'hui, on est en train de récupérer des sources d'eau de notre vallée. Notre fleuve, c'est un énorme fleuve. Mais il est en train de mourir, mais à mourir à une vitesse incroyable, parce qu'on a détruit tous les systèmes de forêts de notre région. Et quand on détruit les forêts, vous savez, l'eau, elle n'existe pas dans la terre. L'eau n'existe pas dans les montagnes. L'eau vient pour un fleuve aérien. Et quand elle tombe, il faut la retenir au sol. Et quand on élimine les seuls êtres capables de retenir l'eau au sol, que ce sont les arbres, on n'a plus d'eau. C'est aussi simple que ça. Et donc on a commencé un projet, il y en a 8-9 ans, de récupérer les sources d'eau de notre région. On a à peu près, sur notre vallée, 370 000 sources d'eau qui composent les sources d'eau de notre fleuve. Quand on parle d'un fleuve, les sources d'un fleuve, ce n'est pas seulement les eaux qui sont en haut du fleuve qui font commencer le fleuve. C'est les eaux de tous les ruisseaux, toutes les petites sources qui forment un petit ruisseau. Elle est une source d'eau de ce fleuve. Et c'est l'ensemble de tous ces systèmes qui forment les systèmes d'eau. Et là, on est en train de replanter en moyenne 500 arbres pour récupérer une source d'eau. On isole à peu près 1 hectare de terre. On plante là-dedans 500 arbres. Il faut l'isoler, il faut faire une clôture avec des fils barbelés pour éviter que les bétails viennent vers là, les points où existe l'eau. Parce qu'il y a un calcul qu'on ne fait pas beaucoup. C'est qu'une vache, elle pèse en moyenne 600 kg. Et au moment qu'elle marche, chaque touche qu'elle fait au sol, c'est minimum 150 kg parce que c'est divisé 600 kg sur 4 pointes de pattes. Et c'est une surface très petite. Si vous prenez une masse et vous la tapez avec toute votre force par terre, l'impact c'est moins grand que le toucher d'une patte d'une vache par terre. Et le fait que l'eau était très réduite et que ces animaux viennent vers chaque fois plus proche de la source, ils vont, en compactant le sol, arrive un moment où l'eau ne sort plus. Elle est totalement compactée. Et donc, il faut isoler, il faut planter, il faut... En chaque ferme, on produit une
une station de traitement d'eau, comment ça s'appelle, la ligne, comment ça s'appelle? Une épuration d'eau. De l'épuration d'eau, une station d'épuration d'eau. Il nous faut des sous. Je pars en Allemagne mardi. J'ai rendez-vous avec les ministres de la coopération de l'Allemagne et les ministres de l'Environnement. On a un projet avec les KfW, c'est la Banque de développement allemande, pour 4000 sources d'eau. Et je suis presque certain qu'on va voir cet argent. Et je suis là, vous savez, le prince Albert de Monaco, qui c'est notre allié, il a une fondation, et on a mangé avec prince Albert, il est venu dans notre studio mardi. Il est venu avec son petite équipe, il nous aide beaucoup là-bas, et on court dans toute cette planète derrière l'argent pour planter ces sources d'eau. Vous savez, et donc chaque source nous coûte à peu près dans les 1800 € pour récupérer une source avec une fosse septique. Et vous savez, c'est que c'est phénoménal. Quand un fermier qui n'a plus d'eau, il court maintenant derrière nous pour qu'on installe, on récupère ces sources d'eau. Et qu'on arrive à l'expliquer pourquoi il n'a plus d'eau. Il commence à être un grand allié. Quand on a commencé ce projet au Brésil, les fermiers, notre petite ville au Brésil, qu'on passait, ils se mettaient ensemble pour se moquer de nous. Ils rigolaient. Ils appelaient notre projet cimetière des dollars. Vous êtes en train de créer un cimetière parce qu'on trouvait de l'argent dans le monde, ça venait en dollars, ce cimetière. Aujourd'hui, on fait des réunions là-bas, on a 400, 500 fermiers qui ont devenu nos grands alliés. Et c'est avec eux qu'on fait. Mais on ne peut pas dire qu'on change un comportement d'un pays pour répondre à votre question. On change le comportement d'une région. On est en train de créer un pilote, notre vallée, qui c'est une grande vallée quand même, de la taille du Portugal. On est en train de transformer un pilote de récupération des sources d'eau et qu'on a un grand espoir qui devient un pilote pour le Brésil et qui devient un pilote pour le monde. Parce qu'on a créé un modèle de récupération des sources d'eau. Vous savez, et donc ça, c'est la contribution la plus grande, mais c'est encore petit par rapport aux besoins, n'est-ce pas? Mais je crois que c'est dans ce sens que je dis, si chacun de nous, on arrive à faire à son niveau ce qu'il faut faire, on fera ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Je ne parle pas bien alors. Non, mais allez-y. Ce n'est pas grave, c'est qui écrit sur votre t-shirt. C'est fantastique. C'est le symbole de ma province au Brésil, c'est libertas qui sera tamen en latin, ça veut dire liberté, même si elle prend du temps à arriver, mais elle arrivera. Oui, c'est ça. Voilà. Non, elle pose la question sur l'Amazonie, qui c'est pas seulement aux Brésiliens de défendre l'Amazonie, mais le monde entier, et qu'elle accuse des entreprises internationales qui rentrent en Amazonie et en cherchant des profits ou des choses comme ça. Mais la principale dégradation de l'Amazonie, ce n'est pas les entreprises internationales, c'est nous-mêmes, c'est les Brésiliens, n'est-ce pas? Et que bien sûr, il faut qu'ensemble, on trouve une solution pour l'Amazonie. On est en train de travailler un projet avec l'ELIA. On est allé l'autre jour discuter avec le secrétaire général de l'ONU. On est en train de discuter avec la société brésilienne. On a eu déjà plusieurs rendez-vous au Brésil. Et on a un espoir que, qui sait, on arrive à proposer un nouveau modèle économique pour l'Amazonie. On a un modèle économique en Amazonie qui est profondément prédatoire. C'est la destruction des arbres pour mettre des projets économiques en place. Et la principale destruction, c'est pour l'élevage et pour les plantations de soja. C'est ça les grandes prédations vraiment dans l'Amazonie. Et les calculs, c'est un calcul que nous, on est capable de le faire parce qu'on sait combien nous coûte pour planter un hectare de forêt. Un hectare de forêt, ça nous coûte à peu près dans les 20 000 $, à peu près 18 000 € un hectare de forêt. Parce qu'il y a des gens qui racontent des mensonges ici en France, mais des énormes mensonges. Par exemple? Mais des mensongères
Non, je n'ai pas besoin de citer d'exemple, mais vous allez connaître les gens qui vous racontent un mensonge. Donnez $1 et plantez un arbre. Donnez €1 et plantez un arbre. C'est un mensonge. N'acceptez pas ça parce que demandez à n'importe quel paysan en France combien ça coûte pour planter un arbre. Un arbre, c'est comme un enfant. Un enfant, on les prend, on l'apprend à marcher, on les protège, sinon il meurt d'une infection, il tombe. Un arbre, c'est la même chose. On plante un arbre, il faut les surveiller, il faut les protéger contre les fourmis, sinon une seule nuit, une bande de fourmis, elle te tue 1000 arbres sans problème parce qu'elle coupe toutes les feuilles, ils ont besoin de feuilles, l'arbre meurt, la petite arbre meurt. Donc, il faut les protéger. Et après qu'on a planté un arbre, pour constituer une forêt, on plante, par exemple, nous, on a planté plus de 300 espèces d'arbres sur notre projet. Mais pour faire les sous-bois, il ne nous faut pas des centaines d'espèces, il nous faut des milliers d'espèces. C'est beaucoup plus cher. Ça, on n'arrive pas à les faire. Mais pour refaire tout ça, refaire un système d'eau, un hectare de forêt nous coûte dans les 15 000 € un hectare de forêt. Et quand on fait une ferme en Amazonie, et qu'on abat 10 000 hectares, 20 000 hectares de forêt, quand vous multipliez ça pour 15 000 €, ça coûte des centaines de millions d'euros une ferme pour s'installer en Amazonie, parce que le prix d'une forêt, c'est le prix qu'il faut mettre pour reconstituer une forêt atlantique. Le projet Institut Terre, il est dans la forêt atlantique. Je suis né, Lélia est née, on est né dans la forêt atlantique. Donc notre projet, et on est en train de militer pour ça au Brésil. Aujourd'hui, on a détruit 93% de la forêt atlantique. C'était la forêt la plus sophistiquée du Brésil. Ce n'est pas l'Amazonie la plus sophistiquée. Le Brésil a deux grands hotspots de la planète. Un, c'est le Cerrado, l'autre, c'est la forêt atlantique. Mais elle est détruite à 93%. On milite aujourd'hui, on se bat avec notre projet et avec une autre série, d'autres séries d'organisations environnementales au Brésil pour voir si on ramène au moins 20% la surface de la forêt atlantique au Brésil. Mais donc, on est dedans, c'est là qu'on travaille. On n'a pas dénommé forêt atlantique, mais notre projet, c'est dans la forêt atlantique. Et c'est ça. Vraiment les remercier du fond du cœur. Voilà, nous nous offrons l'exposition, bravo. Je voulais rajouter que si on va avoir une action sur la forêt amazonienne, c'est très simple. Arrêtons de manger de la viande industrielle. Cette viande est nourrie avec du soja qui vient d'Amazonie. Arrêtez les cochons de Bretagne, arrêtez le poulet de batterie, ne mangez que de la viande de paysans qui font bien leur boulot. Ça, c'est le petit discours écolo. Voilà. Si vous avez aimé l'endroit, parlez-en autour de vous. Je vous répète, on n'a pas assez de monde. Et surtout, il y a le film de Salgado qui va commencer à 5 h. Dépêchez-vous, il y a seulement 80 places. 90 places. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir ce film, il est extraordinaire. Tu veux rajouter quelque chose? Je veux surtout remercier Léla. Viens voir, viens ici. Viens ici. Parce que tout le travail de Salgado, c'est aussi sa femme, voilà, qui fait les maquettes de ses livres, voilà, qui s'occupe des enfants, et qui fait un travail formidable. Comme ma femme Anne qui est là. Excusez-moi, je ne suis pas la femme de Sébastien, c'est lui mon mari. Bien joué. Alors c'est très simple, toujours c'est les hommes qui ont tout, et nous on travaille là, on n'a rien. Mais Lélia, tu sais très bien que sans Lélia, Sébastien ne serait jamais devenu Salgado. Voilà. Nous travaillons ensemble, les projets, nous concevons ensemble, les idées sont ensemble. Et bon, c'est génial parce que nous sommes absolument complémentaires. Lui, il est photographe, et moi, je suis directrice artistique. Je sais faire des livres, je sais organiser des expositions. Donc, c'est génial parce que nous avons la chance de pouvoir être complémentaires. Ben voilà. Attends,
Maintenant, ça va être les selfies. Ah oui. Tous les deux, là.